Les algorithmes d'évaluation de la qualité et du prix des appartements transforment profondément l'approche des clients et des professionnels de l'immobilier. Les acheteurs sont plus informés, plus experts. La consultation des évaluations opérées par les algorithmes les amène à changer leur comportement devant les professionnels et oblige les agents immobiliers à se positionner par rapport à l'information présentée. Quels sont les impacts de ces nouveaux outils sur les relations commerciales? Comment développer des contre-argumentations convaincantes? Pour en parler, Fabrice Larceneux, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine, et ses intervenants qu'il va vous présenter. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc effectivement, nous sommes réunis aujourd'hui, première journée de Salon Rent, autour de cette problématique des algorithmes et de la place des agents immobiliers. Donc pour y répondre et pour trouver un petit peu des éléments d'analyse prospective et de meilleure compréhension de ces problèmes, nous avons autour de nous Michel Schrupeck, Thomas Lefebvre, Philippe Godet et Isabelle Vriard. Donc je vais vous laisser vous présenter très rapidement chacun pour qu'on comprenne un petit peu dans quel univers vous évoluez. Assez rapidement, hein, vraiment une ou deux minutes. Et puis après, on entamera vraiment le vif du sujet. Bonjour à tous, Michael Schrupeck, je suis le directeur digital de Digitray, plus connu sur les marques Capifrance, Optihome, Refleximo, Immobilier Neuf, Coworkimo et bien sûr Dreamkey qui est l'estimateur en ligne. Merci. Bonjour à tous, Thomas Lefebvre, je suis directeur scientifique de la plateforme immobilière Meilleurs Agents. Donc mon équipe d'une dizaine de data scientists travaille sur les modèles de valorisation et d'estimation immobilière et d'estimation immobilière. Oui, il faut faire passer le micro. Bonjour à toutes et à tous, Philippe Godet, directeur exécutif du fichier AMEPI national, l'outil de la profession, l'exclusivité partagée. Bonjour à tous, Isabelle Vriard. J'ai dirigé le site vendandrealouer.fr il y a quelques années sous l'ère Price Minister et Page Jaune. Et sans aucun lien de cause à effet, je suis partie vivre en Floride où j'observe le marché américain, j'écris des chroniques et je fais du conseil en freelance. Merci beaucoup. Donc on a des points de vue un petit peu dans tous les domaines. J'avais envie de commencer cette table ronde par le fait que aujourd'hui les algorithmes s'inscrivent dans un contexte de fixation des prix. Alors autant dans la grande consommation c'est plutôt bien connu, on a des produits standardisés avec des politiques de prix qui sont fondées sur l'analyse des coûts, l'analyse de la demande, des prix psychologiques et puis l'analyse de la concurrence. Et on a des récurrences d'achat qui permettent d'ajuster les prix. Dans l'immobilier, c'est beaucoup plus rare. Il y a beaucoup moins de transactions, il y a beaucoup moins d'informations sur les biens. Et c'est surtout que chaque bien est différent les uns des autres. Donc ça nécessite un vrai travail d'approximation, de définition des contours du marché immobilier pour développer des outils de fixation de prix. Et aujourd'hui, il y en a un petit peu partout. Et donc ça va être intéressant de mieux les comprendre. J'avais aussi envie de commencer cette réunion par une anecdote, en tout cas un événement qui s'est produit aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Zillow, qui est un des grands portails américains. Et en fait, en mai de cette année, une dame de l'Illinois a porté plainte contre le portail Zillow. En effet, elle a imaginé vendre sa maison et au prix qu'elle avait acheté en 2009, à savoir, je vais reprendre mes fiches, $620 000. 620 000 $, elle a estimé qu'elle pouvait très bien le revendre de ce prix-là. En face, dans sa rue, il y a des biens qui étaient à peu près similaires, qui avaient une valeur, qui s'étaient vendus $100 000 de plus. Donc elle estimait que c'était tout à fait correct. Zestimate, l'outil d'estimation de Zillow, l'évaluait à $562 000. Donc une vraie moins-value, elle n'a pas compris, et elle a porté plainte contre Zillow. Quelle a été la réaction de Zillow? Eh bien, en fait, ils ont lancé un prix, Zillow Price, pour améliorer l'estimation, Zestimate, l'algorithme d'estimation. Et ce prix est doté d'1 million d'euros. Donc ça permet un peu de voir l'enjeu qu'il y a derrière tout ça et l'importance de comprendre ces outils d'estimation. Donc ma première question, ça va être,
finalement, qu'est-ce que c'est qu'un outil d'estimation, qu'un algorithme, Thomas Lefebvre? Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Alors, un algorithme, il faut voir ça comme une suite finie d'opérations et de calculs qui vont permettre, à partir d'une description d'un bien, de donner une valorisation, une estimation d'un bien. La théorie, la base des algorithmes se base donc sur la littérature économique et financière, c'est la théorie hédonique qui postule qu'un bien immobilier ne vaut pas par lui-même, mais par la satisfaction que lui procure chacune de ses caractéristiques. Donc le principe des algorithmes, ça va être de mettre un prix sur chacune des caractéristiques d'un bien. C'est-à-dire on va valoriser qu'est-ce que ça fait d'avoir un 4 pièces dans le 15e arrondissement de Paris. Quelle est la valeur du balcon dans le 3e arrondissement de Paris? C'est quoi la valeur d'un parking à Bordeaux, etc. Donc le but des algorithmes va être de mettre un prix sur chacune des caractéristiques du bien pour en donner la meilleure valorisation possible. Après, en termes de précision, en fait, il n'y a pas un algorithme, il y en a plusieurs. Il y a un algorithme pour chaque type de marché, parce que ce n'est pas le même algorithme qui va être utilisé pour les appartements ou pour les maisons. Ce n'est pas le même algorithme qui est utilisé dans les marchés qui sont denses, les marchés qui sont urbains, versus des algorithmes utilisés pour estimer des maisons dans la campagne, qui ne sont pas du tout les mêmes marchés. Et il y a aussi différentes restitutions. Là, on parle beaucoup d'outils d'estimation, mais il y a aussi des algorithmes dédiés à la cartographie des prix de l'immobilier. Et par exemple, pour prendre l'exemple de Meilleurs Agents, la carte des prix de Meilleurs Agents est beaucoup plus consultée que l'outil d'estimation. C'est par les particuliers. On a environ 20 millions de visiteurs par an versus 2 millions d'estimations qui sont réalisées par an. D'accord, mais cette carte, elle est fondée sur les prix, donc sur l'estimation que vous faites des prix. Elle est fondée sur un algorithme qui ensuite, lui, va être raffiné à partir des caractéristiques des biens. Mais la cartographie permet de situer le prix d'un bien dans son environnement. Et ensuite, on donne la possibilité, en raffinant cet algorithme, à partir de caractéristiques du bien. Oui. D'accord. Donc on comprend qu'effectivement, on intègre un certain nombre de dimensions pour définir la valeur d'un bien à l'intérieur de l'algorithme. On va renseigner un grand nombre d'informations, mais cette information, elle vient d'où? Michael Schrupeck, vous raisonnez comment sur cette problématique de l'outil? Alors nous déjà, on se base sur les ventes. On a 3000 conseillers, donc on a plus de 20 000 transactions par an qui passent par nos sites d'information. Donc on a ce prix-là. On a aussi tous les prix du neuf depuis 2004. On a déjà ça. On prend aussi en considération le salaire moyen de chaque quartier, chaque zone. On prend aussi en considération la proximité du bien par rapport à un transport, une école, et si l'école en gros elle est bien notée ou pas mal notée, etc. Et donc vous intégrez non seulement des caractéristiques des biens, mais aussi des caractéristiques de l'environnement. Oui. C'est ça que vous aujourd'hui, êtes en train de dire. On parlait tout à l'heure de segmentation des biens. Typiquement, un parking et un appartement, c'est pas la même chose, c'est pas le même algorithme, et c'est plus facile de décimer un parking qu'un appartement. Donc voilà. Donc à partir de là, nous on fait une moyenne de tout ça, et le plus important de tout ça, c'est la correction. En fait, aujourd'hui, c'est que le moteur va lui proposer un prix. Mais il faut le corriger, parce que sinon il ne va pas apprendre. Le côté apprenant du moteur, c'est ça en fait, le machine learning, c'est d'apprendre. Et en fait, avec nos 3000 conseillers, on permet justement de dire l'estimation a été faite, le conseiller le corrige le prix, et la machine elle apprend. Et la prochaine fois, elle donnera un prix un peu plus juste. Voilà. Philippe, comment est-ce que vous analysez, vous, ces problématiques de contenu des algorithmes, et quelle est la data que vous mettez dedans? Alors, moi, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous expliquez sur Zillow. C'est vraiment un exemple concret. Aujourd'hui, on ne peut plus donner la météo d'hier ou avant-hier ou il y a quelques mois. Aujourd'hui, le consommateur a besoin de savoir à l'instant T s'il va pleuvoir là dans 1 heure ou 2. Effectivement, c'est un bel exemple de donner une estimation faussée. La preuve, le consommateur peut aujourd'hui se retourner. Et nous, le fichier Amepi, c'est tout simplement la donnée, elle appartient aux professionnels de l'immobilier. Nous sommes une association loi 1901. C'est l'outil de la profession pour la profession. C'est-à-dire cette donnée, elle rentre brute dans notre système. Nous ne sommes pas un logiciel ni une marque immobilière, nous sommes l'outil de la profession. Cette donnée rentre brute, l'exclusivité, elle est partagée, et derrière, nous avons une base de biens vendus. Et cette base de biens vendus remonte. On a la traçabilité du bien, c'est-à-dire quand il rentre, le mandat exclusif rentre dans notre base de données. On a toute la traçabilité, on a toute la vie du bien. Il est rentré à 100 €,
ils ressortent entre deux, ils ressortent à 95, il est vendu 85. Et cette donnée remonte automatiquement dans les logiciels métiers du professionnel de l'immobilier. C'est-à-dire que nous avons une donnée précise. On peut donner la météo à l'instant T. Oui, avec la problématique effectivement de la comparabilité des biens qui sont dans l'algorithme. Effectivement, tout cet enjeu de 2-3 pièces ne sont jamais comparables, y compris s'ils sont... Donc en fait, il y a une partie de la variance, entre guillemets, qui est expliquée par le modèle et une autre partie qui est un peu à décider, on verra après, par d'autres professionnels. Exactement. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer un produit, un exemple, quand nous sommes dans un collectif, le même T2 au même étage. Vous avez un T2 orienté plein sud, un T2 d'un côté, il y a eu 30 000 € de travaux et de l'autre côté, il est dans son état. Nous, avec notre base de données, elle est tellement précise, c'est-à-dire qu'on a aussi la fraîcheur de la donnée, parce que systématiquement, quand le bien est vendu, remonte systématiquement dans le logiciel métier de l'agent immobilier, et on a l'information fraîche. Et on peut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire on peut dire au client acquéreur, au client vendeur, de se dire on peut le comparer ce bien, le T2, aujourd'hui il y a eu 30 000 € de travaux, il est orienté plein sud, et on a vraiment un comparatif avec nos 2 fiches techniques et les données que nous avons dans notre base. J'ajoute aussi mon grain de sel sur Zillow. Je tenais à préciser, pour ceux qui ne connaissent pas bien le marché américain, si je vous donne mon adresse, vous trouverez ma maison en ligne sur Zillow, avec une mention qui dit « Cette maison n'est pas à vendre, elle a été achetée en 2013 à un prix donné, ce n'est pas le sujet. Et Zillow me dit combien coûte ma maison aujourd'hui. Donc 166 millions de visiteurs uniques chaque mois sur Zillow, c'est aussi des gens comme moi qui de temps en temps ont envie d'aller voir l'évaluation de leur maison. En ce qui me concerne, ma fourchette, elle est de 100 000. Donc cette dame de l'Illinois, je ne sais pas si elle avait une fourchette. Selon le type de bien, j'ai fait tout à l'heure une conférence sur les e-buyers aux États-Unis. Tout le monde va sur Zillow pour se faire une idée. Il y a toujours des fourchettes. Et la fourchette, quand elle est à 100 000, ça donne un cadre, mais on a quand même besoin d'un agent immobilier pour aller voir un peu où se place le curseur. Merci. Juste pour rebondir aussi sur ces problématiques de data dans l'algorithme, je me posais aussi une question du contenu de l'information. Donc, elle est plus ou moins rentrée fraîchement. Thomas Lefebvre, vous dirigez une équipe de chercheurs, recherche et développement sur ces questions hédoniques et sur quel type de données vous rentrez comment vous positionnez par rapport à d'autres, on pense immédiatement aux notaires ou autres. Quelle est la caractéristique des différents algorithmes existants ? Alors, donc, nous, chez Meilleurs Agents, on a vraiment un système qui agrège des sources de données complètement différentes, complètement hétérogènes. On a un partenariat avec les notaires d'Île-de-France, avec Paris Notaire Service, pour l'exploitation de la base biens. On a une profondeur d'observation qui est des 25 à 30 dernières années de transactions immobilières en Île-de-France. On a nos agences immobilières partenaires du site web. Aujourd'hui, on a environ 7000 agences immobilières qui nous remontent tous les mois leurs biens vendus sur le site web. Elles le font pour être visibles auprès des vendeurs, pour mettre à jour leur vitrine sur le site de Meilleurs Agents, donc pour montrer qu'elles sont performantes sur leur quartier et qu'elles vendent les biens, qu'elles sont performantes et qu'elles vendent dans leur quartier. On utilise aussi d'autres types de données qui vont être des données plus de type d'annonces immobilières, qui ne sont certes pas des données de transaction, mais quand elles sont correctement analysées, avec des modèles de décote, avec des modèles de négociation, permettent d'obtenir un vrai bon signal sur le marché. Je prends l'exemple d'une ville sur laquelle on peut ne pas avoir de transaction depuis quelques années. Si on observe des annonces qui ne se vendent pas, ça raconte quelque chose sur le prix. Et donc ça, c'est des choses évidemment qu'on prend en compte et qu'on regarde. Et on va utiliser aussi des données socio-démographiques, type le revenu, mais ça, vous en avez parlé. Voilà. Et donc plus généralement, aujourd'hui, la question qui se pose quand on développe des outils, soit des algorithmes, soit du machine learning, ce genre de choses, c'est la performance de ces outils. Est-ce qu'effectivement, puisque je prédis une certaine valeur à un moment donné, eh bien, on est capable d'estimer la performance à terme de prédiction de ces prix. Il y a un site belge, je crois, Realo, qui a présenté des éléments de performance et globalement, ils sont dans une fourchette qui tourne autour de 10% de marge d'erreur.
globalement en France, est-ce qu'on est sur ces niveaux-là? Bon, je réponds parce que j'ai le micro dans les mains et après je le fais passer. Oui, en fait, quand on regarde notre erreur médiane, donc on parle ici de modèles statistiques. Donc, quand on parle de modèles statistiques, il y a évidemment des erreurs et qu'on est capable de quantifier. Quand on joue des transactions dont on connaît le résultat, avec notre outil d'estimation, aujourd'hui, on observe une erreur d'environ 8%, une erreur médiane de 8%. Donc, ça veut dire que dans 50% des cas, on se trompe de moins de 8%, et dans 50% des cas, on va se tromper de plus de 8%. Donc c'est quand même relativement précis, on va dire. Alors c'est précis, et si on fait le même exercice avec les agents immobiliers, parce qu'on a cette donnée-là, oui. Les agents immobiliers vont avoir une erreur médiane de 5%. Donc aujourd'hui, les algorithmes sont sophistiqués, ils sont performants, mais ils restent... et il y a une marge de progression, on en parlera je crois après. Ouais. Mais effectivement, donc l'agent immobilier qui se déplace sur place, lui a un niveau d'erreur qui est inférieur aux algorithmes. Isabelle, je crois que vous vouliez éventuellement nous parler d'une petite expérience, sauf si une petite expérience qui a eu lieu aux États-Unis sur la comparaison entre les algorithmes et qui ne concerne pas les prix. Donc je ne sais pas si Michael oui. voulait ajouter quelque chose sur les prix et on peut revenir après sur oui, et puis l'expérience. On reviendra sur ces comparaisons. Zillow, en fait. On parlait de Zillow. Zillow aujourd'hui était à 20% en médian au tout début. Ils sont arrivés à 5% sur le moteur d'estimate. Et aujourd'hui, ils veulent aller plus bas. 5% d'erreur, c'est ça? Oui, le valeur médian. Et c'est vrai que nous, on est peut-être un peu moins bons que mes agents. Et ça dépend des prix. En fait, c'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait, en gros, sur des biens qui sont très spécifiques, on a des écarts qui sont très forts. Et tous les moteurs aujourd'hui ne sont pas bons là-dessus. Alors, voilà, donc sur des caractéristiques simples, on arrive à avoir des médianes très faibles, mais sur des caractéristiques très complexes ou des biens qui sont près de la mer ou près des points spécifiques, on a du mal à avoir une valeur très proche. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la data et donc il y ait des transactions qui se passent pour pouvoir une plus le petite gain estimation. Moins il y a de data et moins le machine learning travaille. Voilà, et effectivement, mais quand même avoir développé des modèles qui sont capables à 5 ou 8% près de donner une valeur de prix, c'est quand même une prouesse technologique et effectivement, à terme, ça va certainement poser la question du rôle des agents immobiliers, même s'ils sont capables aujourd'hui d'ajuster un petit peu, de pouvoir trouver leur... on va y venir juste après. Ce sont des moyennes. Donc, Isabelle, oui. Sur une expérience qui a eu lieu aux États-Unis, en fait, les enjeux posés par ces robots et par ces algorithmes. Donc, pour rester dans les algorithmes et changer du prix, il existe d'autres types d'algorithmes. Et l'année dernière, aux États-Unis, le site Media Inman, qui est la référence un peu pour la communication professionnelle, a organisé une compétition entre un robot et des agents immobiliers. Il ne s'agissait pas de voir qui avait le meilleur prix. Là, il s'agissait de proposer des annonces à visiter à un client. Le client a pointé une annonce en disant « j'aime cette maison », sans plus. Et pendant 3 jours, un agent immobilier a affronté le robot, un algorithme de recherche. Chacun proposait 3 annonces et le client devait faire un classement de ces 6 annonces en disant « voici mes 3 préférées, j'ai envie de visiter ces maisons ». Résultat, chaque jour, le robot a eu 2 sur 3 des meilleures annonces et 2 jours, il a eu l'annonce choisie en premier par le client. Cela veut dire qu'en ayant dit « voilà une annonce qui me plaît », c'est le robot qui n'en sait pas plus, qui a su proposer des annonces qui ont le plus interpellé le client, plus que l'agent. L'idée de l'expérience, c'était de démontrer qu'un peu à la façon du e-commerce, il y a une part d'irrationnel aussi dans l'immobilier ou dans la façon dont on choisit les maisons qu'on veut visiter. Et vous avez aimé cette annonce, je sais vous en proposer d'autres. C'est le levier de, voilà, je vous propose des annonces similaires. Tout le monde sait faire ça, mais généralement, c'est fait à partir de critères assez basiques. Surface, localisation, prix, nombre de chambres. Là, ce robot mixe un ensemble de contenus liés à la lecture de la photo, liés à de l'analyse sémantique, des trucs aussi très américains qu'on retrouve. On se rend compte à quel point les annonces sont très standardisées et contiennent beaucoup d'informations. Et l'élément déclencheur, on ne le connaît pas, mais le client dit « moi, j'aime ça », et le robot, c'est lui proposer des annonces qu'il aime. Donc là, l'idée, c'est que demain, la sélection même des biens à visiter, elle peut se faire sans forcément l'aide de l'agent immobilier, mais à partir d'un robot qui l'aide à aller dans la pertinence.
Je pense que ça vous arrive tous. Tous les moteurs de recherche font bien leur métier de vous donner des résultats pertinents. Si vous avez 50 annonces qui répondent à vos critères, vous n'allez pas demander 50 visites. Donc il y a cette part de je me projette ou pas dans les photos que je suis en train de voir ou dans la lecture du descriptif que je vois. Et le principe de ce robot repose là-dessus. D'accord, donc on voit bien effectivement l'enjeu de comment le professionnel de l'immobilier va se positionner par rapport au développement de tous ces algorithmes et ces robots qui vont donner des estimations, des valeurs, des choix à la place des individus. Pour faire cette transition effectivement avec cette deuxième partie qui est la place de l'agent immobilier, j'avais envie de reprendre aussi la petite anecdote que je vous ai citée initialement sur cette dame de l'Illinois qui a porté plainte contre Zillow pour mauvaise estimation. Et en fait, une des manières de se défendre, Zillow n'a pas dit qu'il faisait de l'estimation. Il n'a pas donné, dans son site, on dit bien que la valeur qu'il donne n'est pas une appraisal, donc une estimation du bien. En revanche, c'est la valeur de marché Zillow. Donc ces estimates, qui est l'estimateur de Zillow, donnent une valeur de marché fondée sur l'algorithme de Zillow, mais en aucun cas une estimation. Et effectivement, je pense que c'est assez important d'avoir une distinction entre l'estimation réelle qui pourrait faire foi de valeur monétaire du bien et puis l'algorithme. Je ne sais pas, ça c'est l'effet Floride. Chaque fois que je rentre en France, j'ai du soleil. Je ne sais pas si c'est post-procès, mais sur Zillow, en dessous de l'estimation, et je le rappelle, il y a le prix d'achat, une estimation, une fourchette, il y a aussi un bouton « Je ne suis pas d'accord ». J'ai jamais cliqué dessus, mais ils sont vraiment dans une logique machine learning et apprentissage. Exactement. On peut dire « Non, ce n'est pas le bon prix ». Mais chez Meilleurs Agents, il me semble que vous avez aussi ce bouton degré d'accord. Donc les gens remplissent les caractéristiques du bien, l'algorithme donne une estimation, et après vous demandez aux individus de dire s'ils sont d'accord ou pas, sur une échelle de 1 à 5, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, on leur demande s'ils sont d'accord avec l'estimation qu'on leur fournit. Aujourd'hui, on utilise ça, c'est dans une logique apprenante et aussi en termes de monitoring, et donc de s'assurer que les estimations qu'on fournisse sont de qualité et de faire des ajustements dans le cas qui reste aujourd'hui manuel. Enfin manuel, c'est-à-dire qu'on va retravailler le modèle si on s'aperçoit que sur un segment, sur un type de bien, sur une ville, dans un quartier, il y a des biais ou des choses qui ne vont pas. Mais je voulais revenir sur le lien entre les algorithmes et les professionnels. En fait, le rôle d'un algorithme, ça va être de situer un bien, pour un particulier, qu'il soit acheteur ou vendeur, ça va être de situer un bien dans son quartier par rapport aux biens qui sont comparables. En aucun cas, c'est de donner la juste valeur. C'est vraiment d'informer le particulier. On a un rôle d'information envers le particulier, puisqu'on part du principe qu'un particulier mieux informé fera des transactions plus fluides. Et le rôle de l'agent immobilier, du coup, face à cette information qui est donnée, ça va être soit de confirmer la valeur de l'algorithme, soit d'ajuster le prix qui est donné par l'algorithme. On parlait tout à l'heure de fourchette, de 100 000 euros pour Zillow. On essaie de faire un peu moins quand même. Donc d'ajuster la valeur donnée par l'algorithme en fonction de caractéristiques que lui seul connaît. Puisque les algorithmes sont peut-être très sophistiqués et vont devenir de plus en plus sophistiqués, mais la complexité de la valorisation du bien immobilier fait qu'on ne pourra jamais prendre en compte l'ensemble des critères qui permettent de valoriser un bien. Il y a des choses qui ne seront jamais observables dans les bases de données. Je peux prendre l'exemple, aujourd'hui, chez Meilleurs Agents, on va mettre un prix sur chaque immeuble en Ile-de-France, à Paris, etc. On prend l'exemple d'un immeuble à Paris, sur lequel vous avez un prix à l'adresse de 10 000 euros du mètre. Au sein de cet immeuble, vous avez des biens qui sont complètement hétérogènes, des rez-de-chaussée, des biens qui sont complètement hétérogènes, et des prix qui vont énormément varier. À partir du 4e étage, dans cet immeuble, vous avez vu sur la tour Eiffel. En termes de valorisation, ça va énormément changer. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne va pas être capable d'observer forcément dans nos cartographies. Et c'est là où le rôle de l'agent immobilier va être d'ajuster la valeur moyenne que les algorithmes vont donner
pour ajuster le prix. Ok, Michael, je crois qu'effectivement, vous, donc, dans cette perspective non seulement d'algorithme mais de machine learning, vous demandez aux agents immobiliers d'évaluer l'évaluation que vous faites. Et du coup, effectivement, d'apporter ce petit supplément qui sera forcément dépendant du bien immobilier, mais qui pourra, a priori, permettre d'améliorer votre outil. Tout à fait. En fait, en gros, c'est que nos agents vont corriger le moteur. Et c'est vrai que ça va améliorer ce moteur. Par contre, je reviens sur la problématique de la data. C'est vrai qu'un moteur d'estimation sur Internet, Zillow, ou même agents et même DreamKey, on a un formulaire qui est très simple. Et pour estimer un bien, il y a peut-être 180 points de contrôle pour être sûr qu'aujourd'hui on a ce bien-là. Et ces dépendances-là, on les aura pas. Donc aujourd'hui, c'est une estimation. Ce ne sera jamais un bien réel. On parle du prix réel du bien, c'est pas possible, à moins d'avoir un formulaire avec toutes les possibilités du bien, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que voilà. Donc c'est une petite parenthèse et je rejoins ce que dit Thomas, c'est que nous on a deux niveaux. On a un niveau public qui est aujourd'hui un moteur d'estimation pour les grands publics, et après on a un niveau beaucoup plus détaillé pour les conseillers, pour qu'ils puissent affiner l'estimation. Et même avec ça, il faut être sur place. Voilà. Ok, Philippe Godet, du coup se pose la question du rôle des agents immobiliers dans ce contexte. Les algorithmes vont l'aider à trouver une fourchette de prix, et lui derrière, il doit s'en méfier de ces algorithmes ou il doit les utiliser? C'est assez pertinent de voir ces outils d'algorithmes, de comparer au travers une machine. L'agent immobilier, aujourd'hui, on parle du digital numérique, mais la valeur humaine, elle est importante dans un bien. Quand on disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas, c'est incomparable, quand on est dans le même immeuble, de comparer un bien à un autre. Et l'humain a toute sa dimension. On a besoin d'avoir cette valorisation par le professionnel. Et moi, j'irai un peu plus loin sur l'estimation. Nous, on peut donner une estimation vraiment au juste prix. On ne peut pas avoir de différence parce que la donnée qui rentre dans notre outil, elle est systématiquement, elle remonte dans chaque logiciel métier de chaque agent immobilier. Et on a une valorisation très fraîche du bien. Quand on vend un bien à 100 000 €, on ressort la fiche technique avec toute la particularité de la fiche. On a tout, sa situation, ses travaux, et on peut donner le prix précisément, ce qui s'est vendu. On n'est pas en train de comparer avec un autre bien. On présente le bien qui a été vendu dans le même secteur ou dans la même copro. Et sur l'agent immobilier, il a besoin aujourd'hui d'être propriétaire de ses datas. C'est des datas, on parle du particulier, on parle du professionnel. Nous sommes l'outil de la profession pour l'agent immobilier. Et je pense que le professionnel immobilier, c'est à lui de donner une information, et c'est à lui de donner l'estimation du bien. Le particulier, il est là, il est consultatif. Il peut voir sur des sites, d'aller s'informer ce que ça vaut. C'est quand on compare avec un concessionnaire, avec un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Effectivement, il y a une vente entre particuliers et ma voiture est toujours la plus belle et j'essaie de la vendre au meilleur prix. Et le professionnel est là vraiment pour donner la valorisation du marché présentement, à maintenant, à l'instant T. Et cette donnée, si on prend l'exemple du fichier AMEPI, on prenait l'exemple des démarches américains avec les MLS, on a des expériences sur les États-Unis avec les MLS, où vous avez une multitude de multi-listing services, ce que l'agent immobilier, le broker américain travaille avec une exclusivité, et elle est partagée avec l'ensemble de ses confrères. Et il se trouve qu'aux États-Unis, tous ces MLS, c'était des sociétés purement commerciales, avec chacun la course en avant, et d'aller partager, d'aller revendre la donnée. Et la donnée, c'est la donnée de l'agent immobilier. C'est sa valeur, c'est sa donnée qu'il a tous les matins, se lève pour rentrer une exclusivité. Et quand il rentre cette exclusivité, c'est la propriété, c'est sa donnée. Sa donnée, elle remonte, et malheureusement, et heureusement pour certaines sociétés, elle est revendue au dos de l'agent immobilier. Et le fichier AMEPI, nous sommes aujourd'hui quand même l'outil, l'exemple un peu mondial, et les Américains sont en train de regarder un peu notre modèle, parce qu'on a une vraie valeur, c'est que la donnée appartient à l'agent immobilier. C'est-à-dire que nous sommes un collecteur de données, on redonne la donnée,
à l'agent immobilier, mais on n'a dans aucune façon d'être propriétaire de cette donnée et de la redistribuer pour la comparer avec d'autres données. D'accord. Isabelle voulait intervenir. Oui. Oui, je voudrais ajouter sur la question quel est le rôle des agents immobiliers. Aux États-Unis, vous avez bien compris que si vous tapez une adresse, vous avez la dernière annonce, vous avez l'historique d'achat. Que fait l'acheteur américain? Il va voir un agent immobilier. 90% des transactions sont réalisées par des agents immobiliers. Donc pour moi, le sujet de l'algorithme n'est pas un sujet de est-ce que ça menace, quelle est la valeur des agents immobiliers. Nous vivons tous, on a des algorithmes qui régissent déjà notre vie dans plein de domaines sans qu'on le sache, que ce soit des décisions prises à haut niveau ou des sociétés dont on est consommateur. Donc le sujet, ça va être quel est le service de l'agent immobilier. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui de savoir ce que font les Américains par rapport aux Français, mais 90% des transactions ont lieu sur le marché le plus transparent du monde. Oui, ce qui est intéressant, dans un monde de dérégulation où on recrée de l'intermédiation et on ne supprime pas les agents immobiliers justement par ce mandat exclusif qui permet justement d'investir complètement dans l'énergie marketing et tout, et donc dans les algorithmes. Oui. En fait, je pense qu'il ne faut pas opposer algorithme et agent immobilier. En fait, il faut voir ça comme un ensemble cohérent. C'est une volonté des consommateurs de s'informer sur le marché. Et de toute façon, des consommateurs mieux informés, ça va permettre des transactions qui sont plus fluides, un marché qui est plus fluide, et ça c'est bon, et ça c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour les particuliers, c'est bénéfique pour les professionnels. Et donc il ne faut pas voir ça comme une opposition entre des algorithmes et des agents immobiliers. Au contraire, c'est... Oui, mais ça veut dire quand même que l'agent immobilier, il doit travailler un tout petit peu pour connaître un petit peu tous ces algorithmes, parce que effectivement, quand on va sur Internet et on tape estimation immobilière, vous avez à peu près toutes les plateformes. Donc vous allez avoir des prix de vos différentes sociétés avec des variances qui sont plus ou moins importantes. Donc effectivement, à un moment donné, il faut être capable, pour l'agent immobilier, d'avoir développé cette compétence de dire cet algorithme-là, il va intégrer telle méthodologie avec telle donnée, telle data, et donc avec un niveau de crédibilité plus ou moins importante. Ce qui est demandé aujourd'hui à l'agent immobilier, c'est d'être incollable en termes de prix, effectivement, face à cette floraison d'outils d'estimation qui peut exister. C'est d'être incollable en termes de prix. Et c'est ce que le particulier va demander à l'agent immobilier. Il va lui demander de justifier le prix affiché sur Dreamkey, sur Meilleurs Agents ou autres, lui demander de justifier ce prix, ou lui demander d'en justifier l'écart. Pourquoi est-ce que l'estimation sur Meilleurs Agents est trop élevée par rapport à ce que vous me racontez? Et l'agent immobilier doit être armé, doit avoir des faits pour ramener en fait les particuliers sur le bon prix. Oui, allez-y. C'est juste, effectivement, pour montrer aussi, recontextualiser un petit peu cette évolution, c'est que le marché immobilier est témoin un petit peu de ce qu'en fait, on retrouve dans d'autres marchés. Sur le marché médical, par exemple, vous avez Doctissimo qui existe, et vous avez un certain nombre de consommateurs patients qui vont rechercher de l'information et qui vont arriver devant le médecin en disant, voilà, d'après ce que j'ai vu, Madame Truc, elle a les mêmes symptômes que moi, donc j'ai cette maladie, donc il me faut ce médicament. Donc il arrive avec le diagnostic quasiment finalisé devant le médecin, et le médecin aujourd'hui doit réinventer sa valeur ajoutée. Qu'est-ce que je peux faire face à cette argumentation? Et donc se pose aussi la question de la contre-argumentation, donc d'être capable de dire Doctissimo c'est plus ou moins crédible, les informations il faut les recontextualiser. Donc appliquer à l'immobilier, ça veut dire être capable de quoi? Ça veut dire être capable de connaître ses estimations de prix, ça veut être capable de fournir aussi, une fois qu'on aura fait l'ajustement des prix, la moyenne, je ne sais pas, fournir des services supplémentaires? Alors, juste un petit truc avant, on revient au parcours. Le parcours aujourd'hui, d'après une étude interne, quand un vendeur veut vendre son bien, il va sur 3 moteurs d'estimation, il compare son bien sur différents portails, Se Loger, Le Bon Coin, etc. Et après, il appelle un agent immobilier. Et aujourd'hui, le rôle de l'agent immobilier, c'est d'être expert. C'est pas d'être aujourd'hui l'équivalent d'un robot ou l'équivalent d'un portail, etc. Si aujourd'hui, il n'est pas capable d'argumenter par rapport à des biens similaires sur Internet ou par rapport à des moteurs d'estimation, c'est pas son rôle. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, il doit l'intégrer, il doit être capable d'y répondre. Isabelle, vous vouliez...
Je reviens aux États-Unis, mais c'est ce Oui. qu'on m'a demandé. Une pratique intéressante aux États-Unis, c'est que dans le process de la transaction immobilière, il y a systématiquement une inspection technique réalisée par une tierce compagnie. Donc vous avez votre agent immobilier, dans 9 cas sur 10, vous tombez d'accord sur un prix, vous faites une offre d'achat, et là il y a quelqu'un qui vient visiter votre maison. Et je rejoins les propos qui consistent à dire une maison, ça n'a jamais été un bien unique. Et c'est pas parce que la petite annonce dit qu'il y a la clim, qu'il y a un toit refait à neuf en 2013. Mon toit refait à neuf en 2013, moi j'étais contente parce que Irma est arrivée sur moi il y a un mois à Tampa. Sauf que je ne sais pas dans quel état il est mon toit. Donc au moment d'acheter une maison, je suis contente qu'il y ait une inspection technique qui me disent bah, toi, ton toit de 2008, attention, ou toi, ta clim, là, elle a déjà 19 ans. Avant, à Paris, je ne savais pas qu'une clim, elle avait une durée de vie de 15 ans. Bon, bah là, elle en a 19. Et ça, c'est autant de choses où mon agent immobilier est capable de me dire, donc on va au-delà de la transaction pure aux États-Unis, de me dire sur ça, maintenant qu'on a les résultats de l'inspection technique, on va le mettre en clause dans le contrat d'achat ou alors on va baisser le prix. Donc il y a aussi cette dimension-là aux US qui est beaucoup de choses, de points qui peuvent paraître des détails, mais qui n'en sont pas pour évaluer le juste prix d'une maison. Et les agents immobiliers vont dans cet accompagnement-là de connaissance vraiment du logement, au-delà d'une connaissance uniquement locale et marché. Il y a la connaissance du logement et des choses que l'algorithme ne peut pas prendre en compte, mais il y a aussi un contexte de transaction, puisque chaque transaction immobilière est associée à un certain contexte qui est particulier. Un propriétaire qui est pressé de vendre, un divorce qui se passe mal, une succession qui se passe mal ou bien. Et tout ce contexte-là, en fait, c'est l'agent immobilier qui le connaît. Et ça ne sera jamais pris en compte par un algorithme. Et donc, un bien qui est bradé, un bien qu'on voit et qui n'est pas cher, et qui est associé à une certaine histoire, en fait, c'est tous ces faits qui doivent être ramenés à un particulier et que l'agent immobilier doit ramener à un particulier pour l'aider à estimer son propre bien et à expliquer chaque transaction. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité d'une plus grande connaissance des algorithmes, des contenus des algorithmes, des logiques des algorithmes, mais en plus derrière il y a une logique de contextualisation, d'accompagnement humain, de prise en compte des caractéristiques extrêmement spécifiques, la climatisation ou la vue sur la tour Eiffel, voilà, donc les caractéristiques très très spécifiques des biens qui permettent de différencier par rapport à la fourchette initiale. Jusqu'où doit aller l'agent immobilier? On entend beaucoup parler de services, mais dans cette direction, on peut aller jusqu'où? Aux États-Unis, par exemple, qu'est-ce qu'offrent les agents immobiliers en plus des algorithmes? Pour faire un tout petit peu de prospective là, pour ce qui pourrait arriver en France sur cette valeur ajoutée. Déjà aux États-Unis, Philippe sera content que je le dise, mais comme c'est le royaume du mandat exclusif, mais de fait aussi partagé, comme c'est vous qui faites la vente, vous marketez l'offre, vous envoyez le photographe professionnel. Moi, j'ai déjà vu des drones dans mon quartier résidentiel s'occuper du marketing d'une maison. Il vous plie. Mon agent immobilier, il y a quelques années, m'a dit moi, maintenant, je plie les serviettes dans la salle de bain, je mets une orchidée, c'est génial, ça vend à mort. Donc, il fait ça, l'agent immobilier. Il vous fait les open house, il décide s'il faut mettre des cookies ou autre chose. Donc, évidemment, il y a toute cette panoplie de services très culturels américains. Ils sont surtout aussi très disponibles. Vous voulez visiter le jour de la fête du travail ou un dimanche ou je ne sais pas quand, l'agent immobilier, il est là. Il va faire les visites avec vous. Donc, évidemment, expertise locale, connaissance marché, le prix, mais voilà, tout le marketing de l'annonce et de la maison, c'est facile quand on sait que c'est nous qui allons remporter le mandat de faire ces investissements-là. Philippe Godet, peut-être sur justement cette notion de service, d'accompagnement et jusqu'où on peut aller en France. Est-ce qu'on peut proposer, je ne sais pas moi, l'inscription des enfants en crèche ou autre, où évidemment il va y avoir la loi Allure qui va se positionner, mais jusqu'où on peut aller? L'agent immobilier était très très bien cadré en France avec la loi Hoguet, mais effectivement si on reprend l'exclusivité partagée, l'agent immobilier peut vraiment mettre le maximum, c'est-à-dire en logistique, en marketing, en service. Et ça tend aujourd'hui, nous, on a des stats dans le fichier AMEPI, nos membres qui sont agents immobiliers, membres du fichier AMEPI, ils ont aujourd'hui un portefeuille d'exclusivité à plus de 57%. Et évidemment, quand on traite une exclusivité, on peut vraiment mettre tous les moyens possibles. Et effectivement, dans ces moyens, c'est un métier de service. On apporte énormément de services. Quand on parlait de faire de belles photos,
de pouvoir, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir géolocaliser son bien. Quand nous sommes en exclusivité, quand on parle des portails, comme le nouveau portail de la profession qui est bien ici, le consommateur a besoin de savoir à l'instant T, en toute transparence, l'information, de se dire où le bien est situé, hein, par une adresse ou un point GPS. Et on a besoin de savoir tout de suite, voilà, je suis à 10 minutes de mon lieu de travail, dans cette zone, il y a la fréquentation, le taux de criminalité, et on commence à avoir toutes ces informations, comme aux États-Unis. Et effectivement, le modèle, si quand on traite une exclusivité, on peut se dire qu'on se rapproche beaucoup du service américain. Très bien, on va commencer à approcher vers la fin. Donc effectivement, là, on va avoir une petite réflexion plutôt prospective par rapport justement au marché américain, aux États-Unis. Toutes les adresses peuvent être identifiées avec des prix. Donc effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser? Ça peut être une première question. Mais j'avais aussi envie de revenir sur la problématique précise ici, c'est-à-dire les algorithmes de prix, d'estimation de prix. Ce qu'on voit en pricing marketing aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire qu'on va ajuster le prix en fonction d'un certain nombre de choses, de proportion et du temps, de proportion des gens à payer et du temps quand est-ce qu'on propose l'offre. Le prix que vous achetez votre billet d'avion 3 mois avant, 2 mois avant, 1 mois avant ou la veille n'est pas du tout le même. Est-ce que ce yield va advenir dans l'immobilier? Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir des évaluations, des changements de prix très très rapides, comme on peut imaginer dans les ventes aux enchères par exemple, mais là contextualisé avec le contexte d'achat? Le lundi matin, ça sera moins cher. Bientôt, sur Amazon, vous allez avoir des produits, les mêmes produits, les livres, qui seront moins chers le lundi après-midi que le samedi matin. Donc, le prix ne renvoie pas simplement à la valeur, il renvoie à la propension des gens à acheter. Est-ce que vous imaginez quelque chose comme ça? On s'amuse un peu cette prospective. Hein, alors, pas directement. On le fait déjà un peu avec quelques indicateurs où on regarde effectivement le rapport de force entre acheteurs et vendeurs, ouais. De manière à être capable d'identifier les zones qui vont le plus augmenter, ou des zones qui ne sont pas attractives en ce moment, ou des marchés qui ne sont pas dynamiques. Le yield appliqué comme ça, c'est pas pour moi une des perspectives que j'envisage ou à court et moyen terme. Alors, qu'est-ce que vous envisagez? Non, encore une fois, pour moi, la suite, c'est évidemment la question qu'on se pose tous en fait, c'est est-ce que les algorithmes vont remplacer les humains, et on se pose cette question-là sur plusieurs marchés, et on se pose cette question sur évidemment le marché de l'immobilier, à savoir est-ce que les algorithmes immobiliers vont remplacer l'agent immobilier lors des valorisations. Très clairement, juste pour contextualiser ça, je ne sais pas si vous connaissez, pour revenir au domaine médical, un robot qui s'appelle Watson. Watson a été développé par IBM et en fait, il a intégré plus de 45 ans de publications scientifiques sur plus de 200 publications, et il a une connaissance beaucoup plus pointue que les médecins aujourd'hui pour diagnostiquer les maladies. Donc tout l'enjeu, ça va être de dire, mais finalement, le médecin de demain, ça sera quoi? Il aura sur son ordinateur Watson, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un peu un parallèle à faire avec le monde immobilier. C'est pas Watson qui va opérer. Non, mais le diagnostic de la maladie. Il va aider le médecin lors de son diagnostic, et le médecin sera plus performant pour son diagnostic, et c'est le même parallèle qu'on peut faire sur l'estimation en ligne en fait. Les algorithmes vont s'améliorer, on le voit, on a encore une marge d'amélioration qui existe, évidemment, on l'aura toujours, donc ils vont devenir de plus en plus sophistiqués, de plus en plus précis, mais ils vont permettre à l'agent immobilier aussi d'être de plus en plus précis et d'être de plus en plus expert et incollable sur les prix. Et en fait, ce qu'on envisage, c'est évidemment c'est plus une amélioration de l'humain, de l'agent immobilier par les algorithmes et par la machine. Pour ceux qui sont joueurs, je voulais partager, aux États-Unis, il existe un site internet qui s'appelle willtherobotstakemyjob.com, et je crois qu'il traite une centaine de types d'emplois.
Vous Si pouvez taper. traduire peut-être. Pardon, les robots vont-ils prendre mon boulot? Mais .com, ça n'existe pas. Donc, will the robots take my job? Pour ceux qui veulent aller voir, vous tapez real estate agent. Le résultat est 86% oui. Aux US, ils adorent prétendre que tout ce qui est robot et algorithme va remplacer l'agent immobilier, qui fait 90% des transactions depuis toujours avec la transparence qu'on connaît. Mon point de vue là-dessus, c'est que l'agent, au sens je recherche, j'estime, je fais des milliards de calculs à la seconde, bien sûr qu'ils vont nous remplacer parce que ça, on ne sait pas faire. Ce qu'ils ne remplaceront pas, c'est toute la partie relationnelle. Tu as peut-être un mot là-dessus, Michael, à dire, mais bon, j'ai écrit un article dessus. La conclusion, c'était moi, je pense que l'agent immobilier, c'est fini, mais pas le coach immobilier. On a chacun notre histoire, on a chacun notre maison. Et ben, y a des gens qui vont être parfaitement capables de faire leur transaction immobilière tout seul, il faut l'accepter. Et il y a ceux qui seront ravis d'avoir leur coach immobilier. Moi, je ne savais pas quelle maison choisir. Et c'est mon agent immobilier dans la discussion qui m'a vendu un mode de vie et qui m'a aidé à choisir où j'allais m'installer. Michael? Oui, pour compléter, c'est le côté sentimental. En fait, en gros, aujourd'hui, un achat, c'est un ou deux achats dans sa vie. Après, on peut très bien avoir une population de personnes qui vont acheter pour investir. Donc c'est vrai que là, l'agent immobilier n'a plus beaucoup de valeur à voger. Je vais investir pour autant de temps, très bien, je prends un bien, l'algorithme me dit le prix marché, ça c'est bon. Par contre, si c'est une affaire personnelle, c'est un bien que je vais acheter, familial ou pour un déménagement, peu importe, c'est toujours une affaire d'humain. Et ça, là, aujourd'hui, les algorithmes ne sont pas encore, j'espère pas avant longtemps, capables de ressentir le sentiment. Voilà. Donc aujourd'hui, l'algorithme est là pour vous aider en tant qu'agent et pas pour vous remplacer, à mon avis. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de cette réunion. On va terminer sur cette belle présentation d'un coach immobilier qui travaille sur l'humain et qui se retrouve avec des outils qui vont lui libérer du temps. Donc, c'est comment est-ce que j'utilise tout ce temps libéré pour travailler le relationnel et travailler l'humain. Et qu'est-ce que ça veut dire, travailler l'humain? Et réinventer ça en termes de service, en termes de proximité, en termes de compréhension, d'attente. Et d'être en fait le coach de demain avec tout ce que ça ouvre comme porte. Merci beaucoup à chacun et chacune. Merci à vous.